Oh, vous êtes là? Parfait. Si vous suivez cette chaîne, c'est que l'univers Gundam vous plaît ou à minimum vous intéresse. Cela signifie également que la science-fiction vous plaît ou à minimum vous intéresse. Ça tombe bien, aujourd'hui on parle SF. Gundam, saga SF vieille de plus de 40 ans maintenant. Elle a développé au fil des années de nombreux thèmes propres à la science-fiction, et a apporté ses pierres à l'édifice dont les bases modernes ont été fondées par des noms que vous avez sûrement entendu parler. Isaac Asimov, Frank Herbert, ou peut-être même H.G. Wells. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur la science-fiction aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, et d'autres youtubeurs s'en sont très bien occupés. Je vous conseille donc d'aller zioter notamment la chaîne du Nexus 6, vous allez voir, c'est génial. La science-fiction a cela de merveilleux, puisqu'elle utilise les récits comme des prétextes afin de développer des thématiques politiques, philosophiques ou simplement humaines. Et cela comme nul autre genre de fiction ne sait le faire. Par exemple, Asimov traitait de multiples questions autour de la conscience, des dangers de la technologie et de l'avènement de l'intelligence artificielle. Dans sa saga Les robots, écrite en 1950, soit 70 ans avant l'émergence de ChatGPT et autres mid-journées. C'est-à-dire à quel point le bonhomme avait vu loin. C'est au sein de la science-fiction qu'on a vu l'émergence de multiples courants littéraires qui ont donné naissance à de véritables monuments de réflexion. Le cyberpunk, le space opéra, ou encore tout simplement le post-apocalyptique. En effet, ces sous-genres interrogent le lecteur ou le spectateur sur l'avenir de l'homme en tant qu'espèce, souvent en la mettant face à ses propres dérives, qui s'observent aujourd'hui d'ailleurs dans le monde bien réel. Violence, capitalisme dérégulé, eugénisme, transhumanisme, fascisme, et j'en passe. Vous l'aurez compris, dans science-fiction, il y a fiction, mais il y a surtout science. Science de l'humain, les hypothèses de notre futur. Mobile Suit Gundam ne fait pas exception à la règle. Et c'est en 1979 que Yoshiyuki Tomino accouche d'un récit de SF, proposant lui-même ses propres interrogations sur l'avenir de l'espèce. Et décrit ainsi un futur possible où il met en scène ses histoires avec ses Mobile Suits, tout simplement. Mais parmi tous les concepts que Tomino développa au sein de son œuvre, il y en a un qui nous interroge aujourd'hui. Un concept qui dépasse le domaine technologique et physique pour entrer plus dans le domaine du fantastique et de l'humain. Je parle bien sûr des New Type. Pourquoi parler de ce concept plus que les autres? Tout simplement parce que, en plus d'être assez intéressant et plutôt opaque, c'est l'un des sujets les plus controversés de l'univers Gundam. Space Magic. Je rappelle que le Real Robot était supposé être un genre inscrivant les mechas dans un contexte plus réel, plus réaliste, où les robots ne sont au final que des armes géantes au même titre que les tanks ou les avions. Mais du coup, que vient faire ce délire surnaturel de New Type dans ce merdier? C'est pas commenté ça? Mais... Et si c'était pas si déconnant? Et si les New Type n'étaient pas si surnaturels que ça? Rappelez-vous, nous sommes dans un univers de science-fiction. Vous êtes prêts? Décollage. Lorsque Mobile Suit Gundam sortait sur les écrans en 1979, le public japonais découvrit un univers SF riche et ambitieux. Plusieurs dizaines d'années après la conquête de l'espace par l'homme, celui-ci partit s'installer dans les étoiles à bord de gigantesques colonies spatiales gravitant autour de la Terre. Il a fallu d'autres dizaines d'années, décrites dans le fameux calendrier du siècle universel, pour que l'homme stabilise son empreinte et que plus de la moitié de la population humaine habite dans ces grands cylindres d'acier et de verre. Ces habitants ne sont dorénavant plus des terriens, mais des spacenoids. Des colonies qui sont des représentations assez fidèles par ailleurs de certains concepts scientifiques déjà étudiés en seconde moitié du XXe siècle par Gerard K. O'Neill, un physicien américain ayant travaillé sur des projets d'habitat spatiaux longue durée, et donc totalement viables scientifiquement. Mais je digresse. Comme certains le savent ici, c'est dans ce contexte que nous suivons les personnages d'Amuro Ray, Bright Noah, Saylamas et tout l'équipage du White Base, au travers de leur pérégrination pour survivre au milieu du conflit appelé Guerre d'un an, qui oppose la Fédération Terrienne à la République de Zéon. Aux commandes du Gundam, Amuro Ray défendra ses amis et se battra contre son ennemi juré, Char Aznable. Et c'est pendant ces aventures que l'entourage d'Amuro remarquera chez lui le développement de capacités spéciales. 未来はアムロがニュータイプだと信じているのか。ショートでも考えなければ、アムロのサイドセーブ以来の働きはわかんないわ。それは認めるが、確証はない。Mais qu'est-ce qu'un New Type exactement? Selon Tomino, un New Type est une personne ayant développé une capacité extraordinaire de concentration et de prise en compte de son environnement. Un peu comme le Spider Sense de Spider-Man, si vous voulez. Ce sixième sens donne également des capacités d'empathie hors du commun, qui permettent de comprendre quasi instantanément le comportement et les intentions de son adversaire. Surtout quand ceux-ci sont également des New Type.
Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Amuro rivalise avec Char pendant leur combat, alors que Char est un pilote bien plus expérimenté qu'Amuro. Et ces capacités ne sont pas figées, puisqu'on constate au fil des séries Gundam de l'UC qu'elles peuvent évoluer ou être utilisées différemment selon le new type. Ainsi, on peut être témoin de pouvoirs télékinésiques, voire psychokinétiques chez certains personnages, comme Camille Bidan dans Zeta Gundam, ou alors la possibilité de discuter avec les âmes des défunts, comme on peut le voir chez Banagher Link dans Gundam Unicorn. Space Magic. Ainsi, dans de nombreuses œuvres de l'UC, et surtout les œuvres post-Char contre-attaque, on peut résumer la définition de new type ainsi. Un nouveau stade de l'évolution humaine s'étant adapté durablement dans l'espace. Maintenant, vous devriez voir où l'on va en venir si vous avez suivi avec attention l'intro de cet épisode. Ok, sois attentif là, ça va se faire vite. Mais avant ça, revenons aux origines du concept. Bien avant Mobile Suit Gundam, précisément en UC 0068, soit 11 ans avant la guerre d'un an, les Space Noid vivaient déjà depuis des décennies dans les colonies. Parmi les colonies, Side 3, la colonie la plus éloignée de la Terre, n'est pas encore la République de Zéon, et se nomme encore République autonome de Munzo, qui entretient des relations assez houleuses avec la Fédération terrienne. Les graines de l'instabilité, qui mènera au conflit ouvert, sont déjà là. Leur président n'est autre que Zéon Zum Daikun, d'abord mari et père de 2 enfants, Casval et Artesia Zum Daikun, qui deviendront dans le futur Char Aznable et Sailamas. Mais Zéon est surtout un homme politique et philosophe influent de son époque, qui déclarera la complète indépendance de la colonie. Enfin, presque, puisqu'il sera assassiné lors de ce même discours. Évidemment, ses disciples accuseront la Fédération d'avoir fomenté l'assassinat pour empêcher de perdre la main sur Side 3, et se serviront de cet attentat pour déclarer officiellement son indépendance, et en rebaptisant la colonie du nom de Feu l'homme politique en grâce, la République de Zéon. Zéon Zum Daikun est un politique, certes, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il est un philosophe, et ce dernier avait déjà perçu le potentiel de l'homme à se transcender face aux profondeurs de l'espace. スペースノイドの歴史的使命に思い至り、人の革新を悲壮化された時、ニュータイプという偉大な概念が生まれたのですぞ。いつの時代でも預言者は孤独でした。Il est celui à avoir posé la définition de Space Noid en opposition aux Terriens. C'est lui qui avait émis l'hypothèse de l'apparition d'un groupe ayant développé une adaptation spécifique à cet environnement. Et ce groupe fut l'une des raisons principales de la volonté de déclarer l'indépendance des colonies face à la Fédération terrienne. En effet, il estimait, à tort ou à raison, que le prochain stade de l'évolution ne pouvait se faire sous le giron des précédentes versions de l'homme, et que ce groupe devait totalement s'émanciper de ses racines pour enfin embrasser sa destinée, conquérir les étoiles. Et on peut dire que le contexte politique de l'UC de l'époque ne lui donnait pas spécialement tort. La Fédération terrienne exerçait un joug très contraignant sur les colonies, les prenant pour des greniers de l'espace afin de pouvoir nourrir l'ensemble de la population terrienne. Cette dernière était devenue beaucoup trop importante pour ses capacités de production, qui avaient chuté à la suite de l'évolution climatique due à l'activité humaine. Spoiler alerte, on se dirige tout droit dans cette direction. Encore une fois, science-fiction, futur de l'homme, conséquences de nos dérives. L'humanité terrienne était donc devenue un boulet aux yeux de Zéon Zum Daikun pour une évolution de l'homme qu'il voyait déjà inéluctable et qu'il fallait protéger à tout prix des machinations politiques. Zéon Zum Daikun se voyait en leader de cette nouvelle philosophie humaine, mais le destin en a voulu autrement, comme vous le savez. Les disciples de Zéon, que sont la famille Zabi, ont malgré eux lancé le mouvement de l'indépendance, mais ils n'étaient pas du tout au fait des théories évolutionnistes de leur mentor et n'ont pas pris en compte cette dimension dans leur plan. C'est ainsi que le concept de New Type retourna au stade d'idées farfelues pendant une décennie. Même si une graine avait germé dans l'esprit d'un jeune garçon ambitieux, mettant des mots sur ses propres capacités. 敵だ。僕とお前やお母様やみんなの敵だ。やっつけてやる。 Casval Zum Daikun, devenu Char Aznable, portait les idées de son père, et s'il les a gardées pour lui pendant quelques années, c'est la rencontre avec une certaine jeune fille sur Terre, Lala Sun, qu'elle refirent surface. Pour la première fois, Char se retrouve avec une personne de la même espèce que lui. Il décide de la prendre sous sa protection et de l'emmener avec lui dans l'espace pour développer son potentiel latent de New Type. Pendant les événements de la guerre d'un an, Char se retrouve confronté à un autre New Type, Amuro Ray, qui continue de faire développer en lui cette idée d'espèce humaine évoluée. Enfin, c'est à la suite des événements de Zeta Gundam et sa rencontre avec le New Type Camille Bidan qu'il embrasse pleinement les idéaux de son père et endosse enfin sa responsabilité d'héritier de Zéon pour l'indépendance des Space Noid et la protection des New Types. 人が空に出たのは地球が人間の重みで沈むのを避けるためだった。空に出ることによって人間はその能力を広げることができるとなぜ信じられないのか。我々は地球を人の手で汚すなと言っている。
人は長い間この地球というゆりかごの中で戯れてきた。しかし時はすでに人類を地球から巣立たせる時が来たのだ。 Une responsabilité qu'il mettra en œuvre dans Char contre-attaque en lançant des attaques de grande ampleur contre la Terre afin de pousser l'humanité à immigrer définitivement dans l'espace et prendre sa destinée totalement en main. Suite aux événements de Char contre-attaque, on retrouve de nombreux personnages dans le futur de l'UC qui se trouvent être des New Type. Banagher Lynx, Riddim Mercenas Minevasabi dans Gundam Unicorn, Hathawa Noah et Gigi Andalusia dans Hathawa's Flash, Sibu Karno et Cecily Fairchild dans Gundam F91, ou encore Uso Ewin dans Victory Gundam. Je ne vais pas vous dresser la liste exhaustive de tous les New Types que l'on trouve dans UC, ce serait beaucoup trop long. Mais cela démontre que Zeon Daikun avait raison sur un point, l'apparition durable d'une nouvelle espèce. Il y a un cas que je n'ai pas encore abordé, et qui représente un certain pourcentage des New Types au sein de l'UC. Je veux bien sûr parler des Cyber New Types. Je vous ai un peu menti en disant que les héritiers de Zeon n'avaient pas du tout pris en compte la théorie New Type dans l'indépendance de Side 3. Certains héritiers ont eu vent de certaines capacités spéciales chez certains Spacenoids, et ont décidé de pousser quelques études là-dessus. Et évidemment, il n'est nullement question de philanthropie ou de l'avenir de l'homme ici, mais bien sûr de capacité militaire. Parce que la guerre, elle est là. C'est ainsi que Giren Zabi, en parallèle des recherches sur les Mobile Suits, lança la création d'un institut pour étudier la question New Type, et en tirer le plein potentiel pour de futures applications militaires, en chargeant le Dr Flanagan de mener ses recherches. L'Institut Flanagan était ainsi né. L'une des premières observations de cet institut fut que le nombre de New Type n'était pas assez grand pour assurer un vrai développement militaire de ses capacités spéciales. La Fédération terrienne, de son côté, constatant également l'efficacité de ce nouveau genre de pilote, emboîta le pas de ses recherches et créa ses propres instituts, comme l'Exam Institute ou l'Augusta Research Lab. Pour les deux camps, la décision fut prise, créer artificiellement des New Type en forçant l'intégration de ces habiletés dans les esprits d'enfants élevés et conditionnés pendant des années. Les Cyber New Types sont ainsi créés. Les premiers spécimens apparaissent dès UC0085 dans Zeta Gundam, avec le personnage de For Murasame, pur produit de l'Augusta Research Lab, personnage hautement instable dû à ses multiples traumas et ayant développé plusieurs personnalités. Néozéon ne restera pas en reste niveau expérience à la morale douteuse. Glemmy Toto, un officier qui reprendra les travaux de l'Institut Flanagan et clonera LPO-PLE, une brillante New Type afin de créer sa propre armée de Cyber New Types. Des enfants instables, dédiés à la guerre, manipulés et traités comme des armes par leur créateur. L'une des clones sera de retour dans Gundam Unicorn et témoignera de l'enfer subi par les Cyber New Types durant cette période sombre. Il s'agit du personnage de Merida Cruz, autrefois appelé Plu-12, 12e itération de LPO-PLU. Le cas des Cyber New Type pose une problématique intéressante pour les spectateurs. Dans le cas où effectivement le futur laisse apparaître une nouvelle espèce humaine dotée de capacités spéciales et supérieures à celles des humains normaux, jusqu'où l'humanité serait prête à aller pour utiliser cette évolution à des fins militaires et belliqueuses? C'est toute la question. Car c'est en vérité ce qu'on appelle la grande perversion du concept New Type. Initialement attendu et reconnu comme une nouvelle évolution de l'homme, faisant progresser l'humanité et la rassemblant à travers une meilleure empathie et une meilleure compréhension de l'un et l'autre, les New Type ne sont finalement utilisés principalement que comme armes, en tant que pilote de Mobile Suits. Un immense gâchis que Zeon Daikun n'avait probablement pas anticipé lorsqu'il avait théorisé ce concept. Alors la question se pose, est-ce que c'est la guerre elle-même qui a corrompu l'idéal de Zeon, ou bien est-ce l'apparition même de ces New Type qui ont déclenché le conflit qui ravage l'Universal Century pendant près de 20 ans? On pourrait très bien se dire effectivement que la guerre est une réponse de l'humanité à l'arrivée de cette nouvelle espèce bien capable de les supplanter à long terme. Et comme tout animal dos au mur et en danger, il se met en boule et sort les griffes. Personnellement, je n'ai pas de réponse absolue à cette question. Ce ne sont que des hypothèses, mais on peut se rappeler au moins d'une chose. Mobile Suit Gundam est un récit où Tomino y a jeté avant tout toutes ses critiques sur la guerre et le bellicisme de l'homme. Donc on pourrait très bien imaginer que Tomino s'est servi du concept des New Type pour illustrer à quel point la guerre peut transformer négativement l'homme. Qu'il soit Homo sapiens de la première heure, ou bien nouvelle espèce apte à conquérir les étoiles que sont les New Type. Dans tous les cas, le concept des New Type, comme beaucoup d'autres concepts en science-fiction, est un cas très intéressant pour deviner ce qu'il adviendrait d'une évolution de l'espèce humaine. À partir de là, je vous ai normalement démontré déjà que le concept d'une New Type n'est pas si farfelu que ça, et que ça servait déjà plus le genre du Real Robot que ça ne le dessert, malgré sa fantaisie. Mais j'aimerais aller encore plus loin, et vous proposer une version du concept qui pourrait vous convaincre que les New Type sont carrément réalistes. Vous avez vos Doliprane ?
Si vous n'avez pas trop glandé en cours de SVT, vous avez sûrement dû déjà étudier l'apparition de la vie sur Terre et probablement l'apparition de l'homme. Comment on est passé d'un abruti qui casse des cailloux à un autre abruti qui toujours casse des cailloux, mais avec une grosse machine jaune et sans effort. Il s'agit évidemment de la théorie de l'évolution. En entendant ce terme, je pense que vous avez direct dû penser à notre cher Darwin. Eh bien non, il faut remonter plus loin et commencer à s'intéresser à un type qui a travaillé sur le sujet 50 ans plus tôt. Il s'agit de Jean-Baptiste Delamarck. Ce cher JB, pour les intimes, était un naturaliste français et fut le premier à théoriser que toutes les espèces du vivant étaient soumises aux lois de l'évolution face à leur environnement. Dites-vous que ce gars a littéralement créé le mot « biologie ». Ça se pose là quand même. Pas mal, non? C'est français. Sa théorie est simple. Les espèces du vivant sont toutes contraintes d'une manière ou d'une autre par leur environnement, et donc évoluent pour s'y adapter le mieux possible afin de s'y installer durablement et faire plein de bébés mignons tout plein. Mais cette théorie n'est qu'une ébauche, et ses travaux ont ainsi, 50 ans plus tard, grandement influencé Charles Darwin dans sa propre théorie de l'évolution, notamment en proposant la loi de la sélection naturelle. Une loi qui peut se décrire ainsi. Un avantage ou un désavantage reproductif procuré par la présence ou l'absence de variations génétiques propices ou défavorables face à un environnement qui peut se modifier. Je parie que vous ne vous attendiez pas à un cours de SVT en pleine vidéo Gundam. Rassurez-vous, je ne prendrai pas les carrés de correspondance pour ceux qui dorment au fond. Pour expliquer rapidement et simplement cette loi, si un groupe d'êtres vivants répond à 3 principes précis, il pourra évoluer au bout d'un certain moment pour surmonter un environnement qui ne lui est pas parfaitement propice en premier lieu. Ce premier principe est la variation. En gros, ce groupe d'êtres vivants doit présenter des individus variés. Couleurs de yeux différentes, différences de taille, différences de masse, bref, des légères variations dans les gènes, mais qui font la richesse de l'espèce. Le second principe découle du premier. Parmi ces individus, certains présentent des variations qui permettent une meilleure adaptation dans l'environnement donné. Enfin, le troisième principe découle du second. Les individus ayant les variations idéales pour s'adapter à l'environnement transmettront les variations à leur descendance pendant la reproduction. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça dans une vidéo censée vous divertir devant de votre bol nounouille? Eh bien tout simplement parce que les principes de la sélection naturelle peuvent s'appliquer en théorie aux new types, ce qui rend le concept scientifiquement plausible à minima, à défaut d'être possible. Et je vais vous démontrer pourquoi. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Non, mauvaise franchise. L'espace, comme vous le soupçonnez déjà, est un environnement légèrement hostile pour l'être humain. Absence d'air respirable, variation de gravité, variation de température extrême, radiation létale, débris, astres célestes qui peuvent vous déchiqueter ou vous incinérer. Bref, c'est pas dingue. Heureusement, les scientifiques de notre chère planète bossent sur le sujet depuis quelques décennies et ont trouvé quelques parades pour permettre à un humain de survivre dans l'espace. Les premières décennies de la conquête spatiale ont réussi à les faire survivre temporairement. Et les décennies suivantes, jusqu'à nos jours, ont été celles des expériences pour leur permettre de survivre pendant un temps plus long. Le record s'établissant actuellement à 437 jours consécutifs, détenu par le russe Valery Polyakov. Aucun lien avec une fameuse marque de boisson à base d'alcool de patate. Ces expériences longue durée dans l'espace ont permis de démontrer que l'environnement spatial avait déjà des effets biologiques notables sur l'homme. L'absence totale de gravité diminue la masse musculaire, entraîne une fragilisation des os, mais aussi une déformation du tissu cérébral. Et je ne parle même pas des rayonnements cosmiques qui peuvent entraîner cancer, et j'en passe. Ces problématiques peuvent néanmoins être plus ou moins neutralisées à long terme dans le cas où l'industrie spatiale pourrait parvenir à simuler la gravité lors de voyages spatiaux. Je dis plus ou moins parce que l'espace ne sera jamais la Terre, et l'humain a de bonnes chances de changer physiquement à la suite de ses pérégrinations spatiales. De nombreuses œuvres de SF ont déjà abordé le sujet et ont proposé des visions du post-humain. Dans le film d'animation Wall-E, on peut voir que l'humanité a évolué physiquement vers une direction, disons, peu gracieuse en raison des conditions luxueuses et partisanes du moindre effort, et survivre pendant 600 ans au vide spatial. On peut voir également un nouveau type d'humain dans l'excellente série SF The Expanse, où l'on découvre que les hommes ayant colonisé la ceinture d'astéroïdes ont évolué physiquement au bout de quelques générations en raison d'une faible gravité. Membres plus longs, ossature légère et fragile leur empêchant de faire le voyage sur Terre, endroit où la gravité les tuerait à coup sûr. Ces deux œuvres présentent ainsi des exemples d'évolution biologique crédible de l'humanité en cas d'installation durable de l'homme dans l'espace. Mais qu'en est-il de Mobile Suit Gundam du coup? Oui, je viens de vous rappeler que nous sommes apparus dans une vidéo Gundam. Du coup, Mobile Suit Gundam, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, l'humanité s'est installée durablement dans l'espace et vit au sein de colonies qui gravitent autour de la Terre et tournent également sur elles-mêmes pour simuler une gravité.
Un concept que par ailleurs on peut voir également dans le film Interstellar de Christopher Nolan. On sait également à travers les nombreuses œuvres Gundam se passant dans l'UC que la gravité artificielle des colonies n'est définitivement pas calquée sur celle de la Terre mais plutôt aux 2 tiers environ. Les conditions sont donc absolument différentes et propices à une évolution humaine, comme démontré précédemment via la théorie de la sélection naturelle de Darwin et Lamarck. Un environnement différent pour une espèce qui a immigré et qui doit désormais s'adapter pour survivre de façon durable via les 3 principes que l'on a vus ensemble. Variation, adaptation, reproduction. Salade, tomate, oignon. Yoshiyuki Tomino a donc décidé de profiter de ce cadre très spécifique pour faire évoluer la race humaine. Non pas physiquement, certes, mais psychiquement pour correspondre au message de son œuvre qui signifie de mieux se comprendre et mieux ressentir les autres pour arriver à cesser les conflits et progresser en tant qu'espèce. C'est une orientation propre à lui, en tant qu'auteur de science-fiction. Ainsi naissent les New Types. Une vision de l'évolution assez différente de ce que l'on pourrait aisément prévoir, mais néanmoins crédible puisqu'elle s'inscrit dans un lore qui possède des contraintes physiques qui, elles, sont scientifiquement plausibles. Je n'affirme évidemment pas que les New Types sont notre avenir, car même si on peut émettre des hypothèses concernant notre futur comme dans n'importe quelle œuvre de science-fiction, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Pas réellement en tout cas. De toute façon, il y a de bonnes chances qu'on s'autodétruise avant, après avoir vu bien sûr l'émergence d'un régime technofasciste globalisé. Nous arrivons au terme de cet épisode de Gundamology. J'espère qu'il vous aura plu, moi j'ai adoré l'écrire, et si vous voulez d'autres épisodes de même genre, j'ai encore tout un tas de sujets intéressants dans mon tiroir que j'aimerais vous partager. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, vive la science-fiction.